Bonsoir, c'est le grand rendez-vous, votre programme d'analyse et de débat sur les grands sujets. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout. Avec nos invités, nous aborderons la question des droits et libertés fondamentaux quand l'exercice des modes légaux d'expression est confronté au principe légal du respect de l'ordre public. Il n'en faut pas plus pour que cela emballe le débat dans l'opinion. Alors, comment agir pour ne pas faire obstacle ni à la pleine jouissance des libertés, ni porter atteinte à l'ordre public? Ce numéro du grand rendez-vous s'y consacre. Décryptage dans un instant. Le grand rendez-vous, ce sont des moments à vivre avec nos invités, de grands moments, et on recevra un militant responsable syndical, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Ça bouge beaucoup à la Bourse du Travail ces dernières semaines. Les centrales et confédérations syndicales mobilisées donnent de plus en plus de la voix pour crier leur ras-le-bol sur certains faits. Un retour sur scène qui suscite des questions sur l'exercice des libertés syndicales en République du Bénin. Dans quel état se trouve l'expression des conflits sociaux? En toute franchise, Anselme Amoussou se prononcera. Bien avant, nous aurons les explications d'un sachant, Martial Tiburce-Zanou, professeur de droit des universités, juriste, expert et consultant. Dans l'œil de l'expert, nous verrons par son intervention si l'encadrement des libertés est une entorse aux droits et libertés fondamentaux. Vous êtes sur le grand rendez-vous. Merci de votre fidélité ici. La parole est libre. Dans un instant, nos discussions. On commence par le point de vue sur cette thématique centrale et ce sera avec les débatteurs, analystes qui sont en plateau. Ici, le point de vue de chacun compte. Rudolf Karl, bonsoir. Bonsoir à vous, Christian Dandéjan. Bonsoir aux amis qui sont autour du plateau. On est au grand rendez-vous. Vous êtes au grand rendez-vous. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, analyste. Et en face de vous, nous avons Ahmed Picardi, voilà, acteur de la société civile. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Christian. Merci d'être là. C'est nous. Bienvenue. Et Hamza Tablaï, bonsoir. Bonsoir. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes consultant politique et géopolitique, spécialiste des relations internationales et diplomatie. Et puis en plateau, un habitué des débats. Nous sommes avec vous, Anselme, un Amoussou peut en cacher un autre. Il y aura Anselme Amoussou par la suite. Vous, c'est Paul Amoussou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Christian. Alors, vos points de vue partiront d'un constat général, d'une caricature de notre éditorialiste de ce jour, Paul Amoussou, au sujet de la promotion et de la protection des droits avec certaines règles qui sont en vigueur. Le principe de l'ordre public, Paul Amoussou, a-t-il un impact sur les libertés? Vous nous en parlez. Merci Christian. Je ne commencerai pas à dire que composante majeure de l'état de droit, la plupart des constitutions, y compris au Bénin, accordent une place centrale à la promotion et à la protection des droits et libertés fondamentaux. Et donc ainsi protégés au niveau le plus élevé de l'ordonnancement juridique, ces droits s'imposent à tous. Et pour cause, prérogative que la nature confère à l'individu face à tout pouvoir, il s'agit en fait d'une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner une définition précise. Il en est ainsi des libertés telles que la liberté de conscience et d'opinion, la libre communication des pensées, notamment à travers la presse, la liberté d'association, les libertés politiques, etc. Autant de notions ancrées sur la faculté de faire ce que l'on veut, indépendamment de toute contrainte. Mais, puisqu'il y a un mais, comme l'affirme le politologue Dominique Breillat, les libertés sont rarement absolues. Dès lors que l'exercice d'une liberté peut nuire à autrui, il rencontre des limites. C'est ainsi que certains textes prescrivant des libertés y accordent des limites expresses.
On part de l'hypothèse que l'État, garant des droits et libertés constitutionnellement reconnus aux personnes, se donne les moyens d'en assurer l'effectivité, de préserver l'ordre public, sans toutefois que cela ne conduise nécessairement à la violation des droits de la personne humaine. Suivant l'exhortation du philosophe Alain, la liberté ne va pas sans l'ordre. L'ordre ne vaut rien sans la liberté. En effet, des raisons diverses sous-tendent les limitations du champ d'exercice des droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens comme le droit de manifester, de grève, de s'exprimer librement, qui sont régulièrement remis en cause, y compris la liberté d'aller et venir, récemment remise en cause, comme vous le savez, un peu partout dans le monde lors de la pandémie Covid-19. Ce qui amène à se demander quel est l'impact de l'ordre public sur les droits fondamentaux et aussi comment est assuré le contrôle des restrictions des droits fondamentaux par les mesures motivées par l'ordre public. Tant l'utilisation, il est vrai, de l'ordre public dans son déploiement est source de graves entorses parfois à la jouissance des droits et libertés constitutionnellement garantis et donc prête à caution. Autrement, l'exercice peu aisé consiste à savoir comment la préservation de l'ordre public est assurée sans pour autant remettre en cause gravement les droits et libertés fondamentaux des personnes. C'est l'épineux problème de la conciliation du droit de l'individu avec le droit de la société, de la conciliation de l'ordre avec la liberté, qui nous renseigne d'ailleurs que l'inscription de ces droits dans les constitutions ne suffit pas à garantir leur effectivité. Ceci pose la question de l'équilibre à faire prévaloir dans les rapports ambigus qu'entretiennent les droits fondamentaux et l'ordre public. À la lumière de tout ce qui précède, il apparaît que les rapports entre l'ordre public et les droits fondamentaux ne peuvent s'envisager que selon une dialectique dont la conciliation est nécessaire à l'ancrage de l'état de droit. Alors, vous avez parlé de conciliation, merci pour l'exercice, cette réflexion sur le sujet, et nous ouvrons donc la discussion à partir de cet instant. Une toute première réaction, la vôtre, Rudolf Karl? Oui, je trouve que l'éditorial a bien campé le décor. Les libertés sont à protéger. Et bon, en règle générale, on dit que la liberté c'est la règle, la restriction l'exception. Donc tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de laisser les citoyens exprimer librement la liberté. Mais la liberté, elle n'est pas totale. Il y a des garde-fous pour la liberté et les garde-fous sont évités par la loi. Quand vous ne respectez pas, vous ne restez pas dans le cadre défini par la loi, alors là, ceux qui sont chargés de faire respecter les lois vous tapent sur les doigts. Mais il ne faut pas en abuser. Nous sommes dans un contexte où, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, un peu partout dans le monde, on sent une restriction des libertés. L'espace de liberté se rétrécit, se réduit de jour en jour. C'est regrettable parce que ça remet fondamentalement en cause les principes démocratiques. Et bon, citoyens que nous sommes, journalistes que nous sommes, nous devons nous battre pour que triomphe le respect des droits et libertés dans nos pays. Alors, pensez-vous qu'il y a un point d'achoppement entre liberté, respect de l'ordre public? Normalement, pour une démocratie qui se veut, je dirais, grandissante, ce problème ne devrait pas se poser, puisque nous apprenons d'hier. Aujourd'hui, comme l'a dit Karl, dans presque toutes les républiques, on sent comme, je dirais, une adversité qui se crée entre les questions de droits fondamentaux et les questions d'ordre public. La difficulté majeure aujourd'hui que nous constatons, c'est laquelle? L'ordre public n'est pas défini de façon claire. Je dirais, le maître à penser, le maître à décider de la qualification de ce qui est d'ordre public, de quand l'ordre public est menacé, est le prince dans presque toutes les républiques. Ce qui fait que les constitutions, dans leur esprit et dans leur fondamentalité, ont défini les libertés, les droits fondamentaux, mais le prince
a lu, parce que dans les constitutions, je pense que dans la nôtre aussi, on dit que les libertés, on peut en jouir, on doit en jouir, sous réserve d'ordre public. Il aurait été bien pensé que nos aînés, nos pères, auraient, dans nos constitutions et dans les constitutions à venir, défini les cadres du droit ou bien de l'ordre public. Puisque nous sommes face à des droits qui sont définis et nous sommes face aussi à une thématique, un thème qui est l'âge et qui donne plein pouvoir aux souverains. Aucun souverain n'aime voir sa quiétude menacée. Donc, il est maître de juger de quand est-ce qu'il y a, je dirais, menace ou pas à l'ordre public. C'est là le vrai problème. Sinon, ces deux thèmes font la démocratie en réalité. L'ordre public assure la jouissance de la liberté. Mais la liberté qui devient aujourd'hui, je dirais, une denrée rare dans nos républiques, je dirais, vous voyez la chose de cette façon? Je vois, regardez dans presque toutes les républiques, même aux États-Unis d'Amérique, les questions d'ordre public ont commencé à prendre plus de dessus sur les questions de liberté, ce qui est grave pour la démocratie et pour les démocraties. On va revenir à vous tout à l'heure. Oui, à votre première prise de parole, Zatabla, vis-à-vis cette présentation. Vis-à-vis de cette présentation, je trouve que les deux notions d'ailleurs ne sont pas inséparables en réalité. Et il faut préciser une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas de société sans règles. On ne peut pas évoluer dans une société sans établir des règles et en tant que citoyen, en tant que personne issue de cette société, on se doit donc de respecter les règles qui régissent la constitution ou le fonctionnement de cette même société. La deuxième chose, c'est bien entendu par rapport à la pyramide de Kelsen que je me plairais de rappeler, qui est constituée de plusieurs blocs. Et au-dessus de cette pyramide, donc, nous avons le bloc de constitutionnalité et légèrement en dessous, nous avons le bloc de conventionnalité qui en réalité regroupe les normes internationales. En dessous, nous avons le bloc de légalité qui regroupe les lois, les ordonnances et enfin nous avons le bloc réglementaire avec les décrets et les arrêtés. Alors quand on prend l'architecture de cette pyramide, en réalité la Constitution est généralement au-dessus. Et quand on évoque la Constitution, c'est la loi fondamentale. Elle est au-dessus parce que c'est elle qui régit, je vais dire, le bon fonctionnement et de nos sociétés et de notre État. Donc en tant que citoyen, bien entendu, on se doit de respecter les règles établies par cette loi fondamentale. Et de l'autre côté également, on ne peut pas aspirer à la liberté sans prendre conscience qu'il y a une règle générale qui régit justement nos propres libertés. Et Rousseau a bien fait de le dire, l'homme est né libre, mais il est partout dans les fers. Je pourrais reformuler en disant, au Bénin, on est libre, mais on est absolument partout dans les fers, parce que justement, la notion de la liberté ne veut pas dire que c'est de l'anarchie. Donc, au sein d'une république, nous ne sommes pas au sein d'une anarchie, on se doit de respecter les règles et les normes. Bien entendu, les principaux, les personnes principales qui légifèrent surtout se doivent aussi de comprendre le contexte avant d'imposer des règles à la société. Alors oui, allez-y. Oui. C'est certes, à première vue, le concept d'ordre public laisse croire que il est attentatoire aux droits fondamentaux. Mais je crois que c'est une vue de l'esprit. Il a dit, il n'y a pas de droit sans devoir, et il faut un ordonnancement de ces droits-là. Et il y a une protection liée à l'ordre public, contrairement à ce que Picardie laissait entendre. Il y a une protection, à savoir la légalité. Parce que l'ordre public recouvre essentiellement le consensus, les valeurs consensuelles sociales et le système juridique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les mesures qui intègrent l'ordre public, la notion d'ordre public, sont prises
en fonction de la légalité. Donc, il bénéficie quelque part d'un certificat de légalité parce que c'est la loi qui définit. Ce n'est pas laissé à la faculté, au bon vouloir du prince qui dit voilà, c'est pour des raisons d'État, moi je décide que des droits fondamentaux, on peut sursoir à l'exercice des droits fondamentaux. C'est important comme nuance à apporter dans ce débat-là. Donc, on tient compte également de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ce que même dans la prise d'une loi, de décider sans tenir compte d'une certaine forme de normes proportionnelles en fonction des mesures qu'on veut éditer. Et c'est important. Ahmed Picardy, oui, il est revenu sur l'aspect que vous venez d'aborder. Je rebondis pour dire ceci, je garde ma position. Oui. Quels sont les thèmes de définition de la menace à l'ordre public? La question, je la pose à Paul. Oui. Quelles sont les définitions, les conditions de définition de l'ordre public? Lorsque, par exemple, une demande de marche qui est une liberté, qui est un droit fondamental, une démarche de marche pour, je dirais, un parti politique ou encore pour un regroupement ou autre, qui est l'expression constitutionnelle, je dirais, d'un droit fondamental, lorsqu'un préfet décide que aujourd'hui, je ne vous donnerai pas cette autorisation. Motivé par quelle raison? Ça dépend. Et souvent, dans nos républiques, pas seulement au Bénin, en Afrique et dans beaucoup de pays, c'est au bon vouloir du prince. Le prince, c'est pas forcément... Je dis ceci. Lorsque un préfet, dont je vais être le nom, dit à un parti politique ou encore une constitution politique d'opposition ou encore d'opinions différentes que vous ne verrez pas marche parce que vous dépassez la ligne rouge. De façon objective, on doit pouvoir nous dire, écoutez, voici, je dirais, les conditions dans lesquelles l'ordre public est menacé. Mais si c'est du subjectif. Parce que souvent dans la prise de décision, attendez que je finisse. Dans la prise de décision, puisque nous parlons d'ordre public, nous avons obligation de respecter l'ordre public. Mais nous avons aussi obligation qu'on nous définisse de façon claire et non subjective, je dirais, les conditions de l'ordre public. En quoi est-ce que un préfet peut décider aujourd'hui que je marche sans pouvoir véritablement étayer cela, je dirais, d'arguments objectifs? Peut-être des informations que vous n'avez pas. Vous savez, vous n'avez pas... Je pense dans ce débat-là que, comme il le dit, l'ordre public est devenu un argument fourre-tout dans lequel on met on classe tout quand on ne veut pas autoriser une marche. Qu'on se dise les choses clairement. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public? Quand quelqu'un va marcher, un syndicat va marcher par exemple, il définit un itinéraire. Et quand il donne son information de marche, il espère que l'autorité lui fournisse les forces de sécurité pour encadrer sa marche. Quand c'est comme ça, quand on dit que l'ordre public est menacé, il faut bien dire que l'ordre public est menacé. Parce que quand lui va marcher, l'ordre public c'est quoi? C'est que vous et moi qui n'allons pas marcher, nous ayons la possibilité de continuer à vaquer à nos occupations. Parce que la liberté des uns s'arrête. Oui, là où commence celle des autres. L'ordre public c'est un peu ça. Mais quand on me dit que l'ordre public est menacé, hier et puis une semaine après, on donne l'autorisation de marcher, je me dis quel ordre public est menacé. Quel était l'ordre public qui était menacé? On n'a pas pu permettre aux gens de marcher il y a une semaine et puis après on l'autorise pour samedi prochain. Je comprends pas très bien. Oui, il avait parlé de conditions. Est-ce que vous en savez davantage sur les conditions de jouissance de cette liberté ou de respect de l'ordre public? Oui, il faut être précis par rapport à une chose. La gestion d'un État se prive complètement d'émotions. On ne va pas chercher à comprendre pourquoi il n'y a pas eu de décision sur la base émotionnelle, du tout pas. Mais je pense que les autorités, autant qu'ils sont, prennent des décisions dans un cadre bien précis, qu'en tant que, je vais dire, citoyen, on est obligé de comprendre ou d'essayer de comprendre.
Alors, je ne vais pas revenir sur cet épisode, mais je vais dire, nous sommes une république, nous ne sommes pas une anarchie, et il est important de préciser les choses. Je pense que si il n'y avait pas l'existence, je vais dire, de cette liberté de s'exprimer, de manifester, parfois même de revendiquer certaines choses, ce débat n'aurait jamais eu lieu. Oui. On doit être d'accord sur ce principe. Et nous sommes très loin de l'URSS sous le goulag de Staline. Nous sommes très loin. Il faut le reconnaître. C'est pas un régime hitlérien. Alors, vous le dites, c'est bien, mais nous sommes bien dans une république, je le rappelle. Mais nous ne sommes pas aussi dans une république populaire chinoise, même si c'est un exemple économique, etc. Parce que dans ces pays que je viens de citer, il n'y a pas de liberté. La liberté n'existe pas. Il y a une sorte d'imposition, de dictature du développement qui prive de facto les peuples, les organisations de la société civile, les partis politiques du droit de s'organiser librement ou de revendiquer certaines choses. Alors, cela peut se comprendre parce que c'est lié à l'histoire sociale et culturelle de ces États. On peut le comprendre. Mais pour revenir au Bénin, je pense qu'il faut parfois sortir du contexte pour mieux éluder les questions, dans la mesure où aujourd'hui il y a une sorte de restriction qui existe, on doit être clair là-dessus, c'est-à-dire depuis 2016 avec le code du numérique notamment, avec les réformes opérées dans ce sens surtout, et alors les réformes sont opérées pour régir un ordre, mais il faut dire en matière d'emprisonnement ou d'embastillement de la prise de parole publique, je pense que le Bénin ne fait pas partie des pays qu'on peut citer comme des exemples en la matière, même si récemment il y a un classement justement qui met le Bénin sur le pied. Le classement Reporters sans frontières. Le classement RSF, justement. Donc, dans la réalité des choses, on peut constater effectivement qu'il y a une reculade vis-à-vis de ces libertés. Mais dans le fond, on peut aussi constater que c'est dans une dynamique collective et globale qui met en avant beaucoup plus l'État comme acteur central d'un certain ordre, qui épouse bien entendu sa vision de la chose politique et publique. Écoutez, le philosophe Alain dit que la liberté ne va pas sans l'ordre et que l'ordre ne vaut rien sans la liberté. Oui. Moi, je veux rester dans ce cadre-là pour dire quoi? Que l'ordre public, le déploiement de l'ordre public peut amener à restreindre les libertés fondamentaux. Et les droits, je veux dire les droits fondamentaux, oui. Excusez-moi, mais cela ne se fait pas de façon anarchique, à tout va. Il peut y avoir des impératifs sécuritaires. Aujourd'hui, avec un contexte lié au terrorisme que nous connaissons, la puissance publique peut être amenée à restreindre les droits publics. Et dans un contexte lié à la santé, comme nous l'avons connu avec la pandémie Covid-19, l'État, la puissance publique a été amenée à restreindre les libertés publiques. Cela ne veut pas dire qu'il y a brimade à ce que forcément qu'il y a atteinte aux libertés publiques. Et pour répondre à une préoccupation soulevée tantôt, le préfet, le ministre de l'Intérieur, le procureur de la République, etc., peuvent avoir des informations que vous et moi, dont nous ne disposons pas, vous et moi, qui peuvent l'amener à sursoir éventuellement aux velléités d'un corps constitué de marché, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et sur soi, cela ne remet pas en cause les libertés fondamentales. Non, les libertés dont nous parlons, ça ne se limite pas seulement aux marches et aux manifestations de masse. Nous sommes également à l'ère des réseaux sociaux, par exemple, avec le code du numérique. Christian, si vous permettez, nous sommes dans une actualité avec les syndicalistes qui veulent marcher. On ne peut pas discuter de cette affaire sans parler de leur manifestation qui est finalement autorisée. Moi, en faisant un brainstorming pour venir à cette émission, je suis tombé sur une déclaration de Maître Alain Orunla.
c'était en mars 2014. Il était avocat, il opinait sur l'actualité. Et en ce moment, il y avait une marche en décembre 2023 qui avait été interdite par le préfet. Et puis, les syndicats se sont entêtés, ils ont manifesté. Et le préfet, la marche a été dispersée. Et Maître Alain Orunla, aujourd'hui préfet de Cotonou, dit l'arrêté du préfet est de l'anti-droit. L'arrêté du préfet est de l'anti-droit. Il a expliqué tout et tout. Donc, ça fait 10 ans maintenant, de 2014 à maintenant. Qu'est-ce qui a pu bien changer? C'est vrai qu'il y a eu une révision de la Constitution, mais les droits et libertés n'ont pas été touchés. Donc, c'est l'application qui se trouve en position de préfet. Je ne suis pas le même. Je ne suis pas. On parle de cette actualité. Je peux vous répondre sur ce qui a changé. Ce qui a changé, je ne réponds pas pour le préfet, mais ce qui a changé entre Maître Orunla et le préfet Orunla, c'est que la posture a changé. La posture a changé, certes, mais au-delà de la posture politique, non, pas que la posture politique, au-delà de la posture, il y a qu'il a pris des responsabilités et qu'il est en face avec ses responsabilités. Et il se est-ce que les tests qu'il défendait il y a 10 ans ont changé? C'est là la question. Si vous m'avez laissé aller jusqu'au bout, il sera l'évidence de ce que quand on est dans les responsabilités qui sont les siennes, on a accès à des informations auxquelles le citoyen n'a pas et qui lui permettent de prendre éventuellement des dispositions, des mesures, quitte à l'amener à sur soi à la demande des confédérations syndicales. Mais cela n'exclut pas que plus tard, ces mêmes confédérations soient autorisées à exercer leurs droits qui ne sont pas en cause. On écoute d'abord l'exercice n'est pas du tout en cause. Je veux qu'on s'entende là-dessus parce que l'exercice de ces droits, la jouissance de ces droits n'est pas en cause. Merci pour la motion. C'est plus important. Ce que je pourrais dire surtout, c'est que entre l'avocat et le préfet qui est devenu Orunla, c'est qu'il y a un changement notable. Aujourd'hui, il défend, je vais dire, une position non seulement politique, mais une position, je vais dire, en griffe étatique. Et ce n'est pas les mêmes perceptions. On ne peut pas comparer les deux personnes à deux périodes différentes dans différents contextes. Ce n'est pas possible. Je ne le pense pas. Je pense que vous-même, dans ce cas, vous auriez défendu une politique, défendu un contexte, et ça peut s'expliquer. En revanche, je vais y venir. La loi, elle n'a pas changé. En revanche, évidemment, les tests restent les mêmes. Le principe veut qu'on puisse laisser les gens qui veulent manifester. Parce qu'à aucun moment, bien sûr, si on obstrue ou si on enlève le fait que cette marche ne va pas porter atteinte à la destruction de biens publics, etc., machin, on devrait laisser. Ce sont des garanties qu'en principe les organisateurs des marches devaient apporter. Je suis en phase. Avec tout à l'heure, j'avais évoqué le bloc de constitutionnalité de la pyramide des normes, de la hiérarchie des normes. Et ce bloc de constitutionnalité garantit le droit de manifester à toute personne. On ne peut pas priver dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une anarchie. En fait, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Justement, on est même dans une démocratie et il a rappelé tout à l'heure, il y a des règles qu'il faut respecter. Absolument. Et je le rappelle, on ne peut pas refuser à les gens de manifester pour une raison qui est encore plus valable. On parle de la cherté de la vie, par exemple, au niveau des syndicats. On ne peut pas leur refuser de manifester parce que justement, ils défendent les intérêts. Et à ce moment, quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle du préfet? Ce n'est pas d'avoir le droit de les répondre, mais d'avoir le devoir de les protéger pour qu'ils puissent manifester et de faire en sorte que le blocage ou les différentes raisons qui sont évoquées. Je disais que je suis parfaitement en phase avec vous pour dire que la remise en cause de ces droits ne saurait être tolérée sous aucune forme que ce soit. Cela dit, d'ailleurs, que des corps constitués veulent manifester, en quoi cela génère-t-il un pouvoir? Je pense parce que qu'ils expriment leurs opinions du moment, le plus ce que le pouvoir ou la puissance publique a de tout simplement de prendre acte de ce qu'ils
ces corps constitués veulent bien exprimer. Et je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir, un pouvoir public en soi. Il y a une chose. Mais cela dit, que le préfet ou tout détenteur de la puissance publique, en fonction des informations à l'instant qu'il détienne, l'amène à demander à ces syndicats de surseoir à ces marches, cela relève également de l'ordre public. Et nous devons, je crois que c'est fait preuve de responsabilité que de le concevoir. J'allais terminer quand même. Nous ne sommes pas en dysfonctionnement avec l'ordre public. Dans le système américain, on appelle ça des argumentatifs. C'est-à-dire, on veut servir de l'eau au chameau, quitte à ce qu'il étant sa soif, même s'il n'est pas dans le désert. Ça n'a souvent pas un sens dans le sens global et objectif. Parce que je l'entends, mais ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Parce que pour moi, vous ne pouvez pas empêcher des gens qui ont un objectif global et commun de manifester. Mais ça n'a pas commencé en 2024, ça on doit le rappeler. Absolument. Le droit ou plutôt la loi qui a régulé le droit de grève était déjà une alerte par rapport à ce genre de choses. Donc je trouve surtout que nous avons un gouvernement qui a un objectif et qui voit à travers les manifestations, à travers, je vais dire, ces revendications des syndicats, une sorte d'obstruction à sa marche vers l'avant. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que le cas contraire, dans d'autres cas, dans d'autres États, nous ont prouvé à plusieurs reprises que les manifestations n'arrêtent pas le développement. Au contraire, les manifestations apportent un plus. Absolument. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Vous serez à Picardie de se prononcer rapidement et puis on va faire un tour à la régie. Oui. Moi je dis ceci, Monsieur Paul, si nous permettons à l'éléphant de marcher comme il veut dans les zèbres, je dirais les petits zèbres vont souffrir. Qu'est-ce que je lui ai dit par là? Monsieur Amoussou, nous avons vu le régime défunt de Yahya Boni. Lorsque vous observez ces deux régimes, le régime de la rupture et le régime de Yahya Boni, il y a eu beaucoup de similitudes dans la restriction de l'ordre public, en fait, des libertés. Je vous le fais pas. Yahya Boni, son régime, le président Yahya Boni, a eu, à restreindre le droit de grève à un certain nombre de corps. N'est-ce pas? Le régime de la rupture est venu, dans ses réformes, a aussi fait autant, notamment en réduisant le nombre de jours de grève et autres. Donc la liberté de grève, la liberté de marcher, donc c'est aussi une liberté d'expression. Quand vous observez bien, il y a eu sous le régime de fin de Yahya Boni un certain nombre, je dirais, d'actes envers la liberté de presse. On ne va pas revenir sur tout cela. Lorsqu'on regarde encore sous le régime de Patrice Talon, ce même type de tas de faits se constate. Si nous nous taisons, nous ne sommes pas contre l'ordre public. Moi, je dis, c'est l'ordre public qui fait la beauté de la justice de la liberté. Mais si l'ordre public devient l'argument qui va tuer la liberté, et que nous pensons que la ligne rouge, il faut qu'on la définisse. Tant que nous ne saurons pas où la ligne rouge est, de façon claire, le prince et, je dirais, ses valets prendront les décisions en fonction de leurs intérêts du moment. C'est vrai que vous avez la parole en plateau. On a promené également nos micros dans la masse. Et on va donner la parole aux citoyens béninois, quelques-uns rencontrés par Mardoché Gou. On les écoute. En matière de liberté d'expression, le Bénin a régressé de quelques rangs, mais je pense que le gouvernement en place est en train de faire son mieux pour que le Bénin puisse encore remonter la pente. Nous pensons que depuis l'avènement des renouveaux démocratiques, nos libertés ont évolué en dents de scie et nous pensons qu'il serait bien judicieux de maintenir la liberté
quel que soit le changement du régime. Le Bénin, globalement, a reculé. A reculé en termes de liberté de presse, en termes de liberté publique. Nous avons reculé. Sortir pour parler, c'est vrai que moi je parle régulièrement sur certains web TV. J'opine. Je sais ce que je dis. Je ne dis pas du n'importe quoi. Tout ce que je dis, j'ai la preuve de ce que je dis. Et le Bénin doit aussi faire l'effort d'en faire tout ce qu'est de son pouvoir pour retrouver sa place de noblesse en matière de liberté d'expression que le Bénin a eu à connaître il y a de cela quelques années antérieures. Aller en dents de scie depuis le renouveau démocratique et bien d'autres. Vos réactions, je commence par vous, Hamza Taoudaï. Oui, j'irai plus loin pour expliquer tout ça. En réalité, nous sommes face aussi, c'est une tendance générale, à une crise de la démocratie en Afrique. Ça se constate à travers plusieurs États sur le continent. Prenez un peu les États de l'AES, prenez au-delà le Soudan, le Tchad et le Togo à côté. Nous sommes véritablement face à une crise de la démocratie. Quand on est face à une crise de la démocratie, l'État, en tout cas le prince qui dirige l'État, se doit parfois de prendre des décisions qui vont à l'entrave justement des droits et des libertés publiques. Sauf qu'au Bénin, on ne veut pas le reconnaître, on ne veut pas l'accepter. Mais on peut le constater que de façon factuelle, il y a une certaine restriction des libertés fondamentales. Et je pense que les différents commentaires qu'on vient d'écouter, à majorité, convergent dans ce sens, à majorité. Dans la mesure où, évidemment, la liberté de la presse est conditionnée aujourd'hui. Alors, on parle d'un encadrement, allez, on va dire les choses telles quelles, mais on ne peut pas encadrer une presse par rapport à ce qu'elle ne doit pas dire. Je n'ai entendu cela nulle part, dans aucune grande démocratie, cela ne se fait. Parce que laisser en réalité la parole à la presse, dans ce sens, c'est une façon de contribuer à la divergence des opinions. Et ça contribue en réalité au débat politique. Écoutez, ça, c'est une chose. La deuxième chose, je finis là-dessus. La deuxième chose, je pense qu'on doit repartir à l'école de 1990. Parce qu'avant 1990, on a vécu pire que ce qui est vécu depuis, je vais dire, 2016 en matière de liberté fondamentale. En ce sens où le régime de Mathieu Kérékou a été un régime très dur, fermé, marxiste-léniniste, ce que vous voulez, mais 90 a donné une leçon. Et je pense que si on ne retourne pas à cette époque pour apprendre de comment ça s'est passé, de comment les personnes ressources de l'époque ont fait des propositions qui ont d'ailleurs été écoutées, si on n'y retourne pas, eh bien on risque de se mordre la queue. Merci. Oui, Paul Amoussou. Oui, merci. La démocratie, c'est une conquête permanente, ainsi que les libertés. Et selon les circonvolutions de l'histoire, il peut y avoir tout sortement, des bégaiements liés à l'expression de ces libertés-là. Mais accordons-nous là-dessus pour dire que ces droits sont inaliénables. C'est le plus important à retenir. Mais leur jouissance, leur expression doit pouvoir emprunter la voie de la raison, emprunter la voie de la responsabilité. C'est l'annonce que moi, je tiens à apporter. Et cela ne veut pas dire que ces droits sont fondamentalement remis en cause. Donc, et ne soyons pas non plus maso et au point de dire que c'est en Afrique qu'il y a régression, qu'il y a une remise en cause des principes démocratiques. Non, parce que les Africains ont tendance à se livrer à une forme d'autoflagellation que moi je trouve pernicieuse. D'accord. Et analysons les choses, mais de façon lucide
en tenant compte de ce que c'est une dynamique permanente à laquelle nous sommes tous appelés. D'accord, merci. Paul Amoussou, oui, Rudolf Carr. Alors, bon, je suis journaliste et mon secteur, ça me tient beaucoup à cœur. Je pense qu'il y a des points positifs concernant le rapport de Reporters sans frontières. Le dernier rapport de Reporters sans frontières qui nous dit que le Bénin a progressé, est passé de la 112e place à la 89e place. On a gagné 23. On a gagné 23 points, c'est bon. Quand c'est bon, les gens au gouvernement, bon, on ne commande pas beaucoup, mais quand c'est mauvais, on dit que les Reporters sans frontières, on ne sait pas trop avec quoi ils calculent. Cette fois-ci maintenant, c'est positif et il faut le souligner. Moi, je trouve quand même que nos confrères de Golf TV, jusqu'à présent, ils ne peuvent pas travailler parce qu'on a suspendu leur organe parce qu'ils auraient fait l'apologie de coup d'État. Bon, il y a toutes ces choses-là à revoir. Et bon, il y a, quand je dis ce qui est bon concernant ce rapport de Reporters sans frontières, il faut parler de ce qu'il faut vraiment retoucher. La loi sur le numérique est quelque chose qu'il faut fondamentalement revoir. Ce que j'en pense. Quand vous prenez ce qui s'est passé à Natitingo, quelqu'un qui filme une bavure policière et qui met ça sur les réseaux sociaux, on le traite de complice de cette bavure. Les gens n'ont pas compris. Les gens, bon, moi je sais pas, j'ai pas trop tenu compte de ce que à l'interne on a dit, mais à l'international, les gens n'ont pas compris, ils étaient perdus, éberlués. Comment? C'est toujours cette loi 2018. Oui, c'est toujours la loi 2018. Oui, le numérique. Il faut que vraiment il faut revoir cette loi-là. On n'a pas compris. Quand on prend aux États-Unis avec l'affaire George Floyd, celui qui a filmé la vidéo, si ça n'avait pas été rendu public, est-ce qu'on saurait ce qui s'est passé? Mais pourquoi dans le cas du Bénin? Et puis, bizarrement, le deuxième policier qui s'est accroché au volant d'un minibus, celui qui a publié la vidéo qu'il a mise sur les réseaux sociaux, on n'en a rien dit. Donc, je ne sais pas cette politique. Je dis ceci, je dirais, les prises de punition que vous avez eues en disant déjà sur, je dirais, la perception des libertés au Bénin actuellement. Le peuple a besoin de beaucoup plus de champs d'expression. Je pense que ça sera même à l'actif du gouvernement que je dirais, de desserrer un peu le champ de l'expression. Je vous dis ceci. Le gouvernement n'a pas... Quand je parle de restriction, la loi, qui fait la loi? Qui fait la loi? Ce sont les politiques. L'Assemblée nationale. Ce sont les politiques. Mais le gouvernement Picardie. Non, on va s'arrêter parce que vous répétez. Non, on va s'arrêter là-dessus. Vous le gouvernement peut décider d'une proposition de loi pour modifier la loi de 2018. Ça, c'est des prérogatives du gouvernement. Non, ne me dites pas, est-ce que le gouvernement... Non, parce que nous reconnaissons que cette loi, elle est restrictive. Mais si le gouvernement, dans son entendement, comprend que le peuple ne se sent pas en phase avec cette loi, le gouvernement a la prérogative de demander une révision de cette loi. Tout à fait, sur le sujet, on va finir, le temps est complètement parti, on va s'en arrêter là. Peut-être que nous aurons une occasion de revenir sur ce sujet. On écoutera dans un instant un juriste expert, Martial Tiburce-Zanou, il est professeur de droit des universités, et une intervention d'un ancien commissaire de police sur les règles en matière d'ordre public, surtout au niveau de la police. Et à vous, je dirais un grand merci. On se retrouvera sur le prochain plateau pour débattre dans notre grand sujet, dans le grand rendez-vous. Merci Ahmed, merci Picardie, merci Rudolf Carr et merci à vous pour la motion. Merci. La pause. Sur le grand rendez-vous, nous sommes présents sur le plateau de l'œil de l'expert Martial Tiburce-Zanou. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes professeur de droit des universités, juriste expert, vous êtes également consultant. Bienvenue dans l'œil de l'expert. Nous évoquons la question des droits fondamentaux dans son aspect encadrement pour que l'ordre public soit. Vous qui êtes spécialiste du droit, que comprendre de ces deux terminologies, les droits fondamentaux, les libertés et d'un autre côté l'ordre public? Très bien.
Les droits fondamentaux sont des droits qui sont accordés à chaque citoyen et sont assurés dans un état de droit. L'article 23 de la Constitution du 11 décembre 1990 dispose « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi. » La thématique qui est la vôtre au travers de votre question, c'est comment concilier l'ordre public et les libertés. L'idée d'une conciliation entre l'ordre public et les libertés publiques apparaît déjà dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, selon lequel nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Quand vous parcourez tous les textes fondamentaux et tous les textes qui ont été élaborés par les institutions communautaires et sous-régionales et par notre Constitution, les droits fondamentaux et les libertés individuelles sont garantis. Mais le législateur les a assortis chaque fois par une limite du respect de l'ordre public. Alors, l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, et ça c'est l'article 25 de notre Constitution, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Et subséquemment à ça, ces libertés-là doivent être exprimées sous le prisme du respect de l'ordre public. Alors, l'approche par les risques, c'est en premier lieu illustré par la réalité du terrain. Puisque je n'en doute point, vous allez venir aux événements qui ont marqué la vie politique et la vie nationale ces derniers temps. Oui. Le représentant de l'État, qui est le préfet, apparaît comme un gestionnaire des risques. Et en tant que tel, il s'efforcera de les réduire par une gestion anticipée. Et c'est cette gestion anticipée, en raison des informations concordantes qui lui parviennent, via le service des renseignements, il peut, dans le cas de la préservation de l'ordre public, de la sûreté du territoire, de la sécurité des biens et des personnes, eh bien, restreindre de manière circonstancielle cette liberté, sans pour autant porter fondamentalement entorse à cette liberté d'expression que la Constitution reconnaît à chaque citoyen béninois, tel que je vous en ai donné lecture dans les dispositions de la Constitution. Alors merci de nous rappeler les dispositions de la Constitution, mais à côté nous avons des lois qui sont votées par les députés et qui sont des lois en vigueur, mises en place par le Bénin. Est-ce que ces lois sur les libertés répondent véritablement aux prescriptions des normes internationales, des lois internationales? À cette question, je peux vous répondre... Je fais un peu référence aux droits de l'homme, par exemple. Bien évidemment. À ces questions, je peux vous répondre sans embâche. Vous savez, il ne sert à rien de faire des polémiques et de s'engager sur des terrains sinueux, alors même que la loi qui donne la faculté,
qui consacre les droits fondamentaux, eh bien, cette même loi peut restreindre. Et quand vous me dites, oui, ça entre, ça intègre, puisque c'est des normes internationales qui sont arrimées sur le droit interne, qui prennent en compte. Maintenant, il peut y avoir des limites. Et ce sont ces limites-là qui ne sont pas souvent comprises et sont interprétées comme un frein ou comme des handicaps à la liberté, aux différentes notions relatives à la dignité humaine et au respect des libertés fondamentales. Alors, juste, nous avons tendu notre micro à un expert, en tout cas un ancien commissaire à la retraite. On lui a posé la question de savoir comment doit alors se manifester la jouissance d'une liberté ou des libertés. Voici ce qu'il nous répond. Lorsqu'on est informé, les manifestants sont tenus de dire où et quand ils veulent se manifester. Le pouvoir public a la capacité de dire non, ne faites pas. Ou bien, si vous voulez le faire, c'est à telle condition, à savoir à tel endroit et de telle manière, tout ça. Lorsqu'il convient de tout ce cheminement-là, et que maintenant, au cours de la manifestation, l'ordre est troublé, eh bien, le service d'ordre que la police prête aux manifestants se transforme en maintien de l'ordre. De service d'ordre, ça devient maintien de l'ordre. À partir de ce moment, c'est d'autres dispositifs qui sont pris pour contenir, pour rétablir l'ordre public. Ce n'est pas un truc de distrait. Ça prend, les policiers savent le A plus B de ce qu'ils doivent faire. Il y a des schémas pour régler cet ordre public. Mais compte tenu de certaines données que l'autorité reçoit, il peut interdire. Et lorsque l'autorité le présente, il dit ne faites pas pour la tranquillité publique. Toute intervention de la police ou de l'armée emporte des actes qui peuvent être attentatoires à la liberté. Ils ont reçu le minimum pour intervenir dans ces cadres-là. Mais vous comprenez aussi que lorsqu'ils interviennent, le comportement des manifestants les amène quelquefois à outrepasser leurs droits. Si ils disent ne faites pas, ils disent dispersez-vous. Et au lieu de se disperser, les manifestants adoptent une attitude contraire, commencent par tuer, ils acceptent. Mais les jeux de pierre ou les manifestations attentatoires à leur dignité, à leurs choses là aussi, ils réagissent. Et dans ces réactions-là, il n'est pas exclu qu'ils dépassent les limites. Mais si l'ordre est rétabli sous le commandement d'une autorité compétente, ces dérapages-là sont limités. Voilà, professeur Tibus Zanon a ainsi présenté les explications de l'ancien commissaire. Ça rejoint un peu votre pensée? Nous sommes en parfaite harmonie. Parce que la liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. J'ai dit tout à l'heure que dans le cadre d'une gestion anticipée, le représentant de l'État, le ministre de l'Intérieur, le préfet et la police républicaine vont calculer les moyens à déployer, leur mode d'intervention en fonction des risques humains et matériels, tant pour les forces de l'ordre qui peut être pris
en aversion par certains manifestants indélicats, tant pour les participants, les organisateurs qui ont obtenu une autorisation régulière, et les tiers, j'entends les badauds, qui en réalité s'immiscent dans le groupe des manifestations pour porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Donc, cela nécessite de la part des représentants de l'État une attitude prudentielle pour prévenir, anticiper. Maintenant, il y a le principe de la proportionnalité qui doit être prise en compte. Et j'entends par proportionnalité la thématique qui fait l'objet de notre échange sur ce plateau, à savoir, tout en encadrant ces différentes marches, faire en sorte que la dignité humaine et l'intégrité physique et corporelle des citoyens soient véritablement protégées. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et c'est lorsque les manifestants se retrouvent dans un débordement et qu'il y a des personnes mal intentionnées qui franchissent cette ligne-là, la police républicaine doit pouvoir agir sur instruction de son hiérarchie pour ne pas perturber la tranquillité des paisibles citoyens. Qu'ils vous souviennent, le Bénin ne fait pas exception à cette notion d'ordre public, qui est une notion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, internationalement reconnue. Je n'en veux qu'une preuve. En France, le 21 avril 2024, le préfet a pris un arrêté préfectoral. Le motif, risque de trouble à l'ordre public, pour interdire la manifestation en soutien des Palestiniens eu égard à la guerre qui sévit entre Israël et la Palestine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Tiburce Zanou. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur de droit des universités, vous êtes également juriste expert et vous êtes consultant. Vous êtes sur ce plateau notre expert et notre consultant dans la rubrique L'œil de l'expert. Merci beaucoup. Merci monsieur le journaliste et merci à Canal de nous inviter à ces thématiques qui éclairent l'opinion de nos spectateurs, de notre peuple et de toutes les personnes éprises de paix et de bonne volonté qui pensent du moins à concilier la liberté d'expression, de manifestation avec le paradigme important du respect de l'ordre public pour la tranquillité de tous. Merci professeur. Merci. Et c'est en toute franchise qu'on va retrouver dans un instant sur le grand rendez-vous un acteur de la vie syndicale. Il s'agit de Anselme Amoussou. Il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Avec lui, eh bien, nous allons revenir sur la question de l'exercice des libertés syndicales en République du Bénin. On verra dans quel état se trouve l'expression des conflits sociaux depuis quelques années déjà. Restez avec nous. En toute franchise, sur le grand rendez-vous, si vous nous rejoignez ici, on donne la parole à une personnalité sur la thématique centrale et nous recevons Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Anselme Amoussou, bonsoir. Bonsoir Christian. Et bienvenue. Merci. En face de vous, vous avez un autre Amoussou, puisque je le disais en entame, un Amoussou peut en cacher un autre. Merci d'être resté
en plateau avec nous. Merci, Moussou. Alors, Anselme Moussou, c'est vrai que les syndicats, vous êtes là, vous défendez les intérêts professionnels de vos militants, de vos membres. Vous militez également beaucoup pour le respect des libertés, et ça bouge beaucoup à la Bourse du Travail ces dernières semaines, où les centrales et confédérations syndicales mobilisées donnent de plus en plus de la voix pour crier leur ras-le-bol sur un certain nombre de faits que vous reprochez peut-être aux dirigeants. Pourquoi maintenant? Maintenant parce que on a des arguments, on a des raisons valables de pouvoir le faire maintenant. Pourquoi maintenant? Maintenant parce que on a pris le temps de, disons, de construire un autre type de manifestation syndicale, d'action syndicale. On a voulu que les dialogues sociaux prennent le part sur la récurrence des crises. Et on s'est rendu compte finalement que nous étions les seuls à vouloir de ce changement-là dans les rapports avec l'employeur. Et en fin de compte, je pense que le gouvernement a considéré cette volonté de faire les choses autrement comme une sorte de faiblesse. Et le mépris a pris le pas sur le respect que l'on peut donner aux partenaires sociaux. L'indifférence, le silence ont remplacé là où on avait besoin vraiment de discuter, d'échanger. Alors vous avez, oui, c'est juste, vous dites que vous avez souhaité un nouveau type en tout cas, mode de revendication. Vous avez privilégié le dialogue, mais malheureusement cela n'a pas prospéré. Mais dans l'opinion, on a estimé pendant longtemps que vous avez été désarmé, puisque l'arme que vous utilisiez le plus, c'était le droit de grève. Oui, et je crois que ce n'est pas une bonne réputation non plus, d'apparaître comme celui qui utilise presque abusivement le droit de grève. Aujourd'hui, vous savez que le gouvernement en est arrivé à légiférer à nouveau sur le droit de grève. Sur les sites du droit de grève, on peut considérer que nous sommes tous coupables de ce qui arrive, parce que les sites du droit de grève, à un moment donné, apparaissaient aux yeux de tout le monde comme des déviances, en fait. Je ne dis pas que le gouvernement a raison de légiférer, parce que c'est une mauvaise solution à un réel problème. Il y avait vraiment un problème dans les sites du droit de grève au Bénin à un moment donné. Maintenant, quand vous mettez en place ce dispositif pour restreindre la liberté d'aller en grève, vous devez inventer quelque chose d'autre à la place. Pour moi, je le dis toujours sans aucune gêne, le droit de grève n'est pas un droit absolu. Je suis travailleur, je suis syndicaliste, mais je le reconnais qu'il n'est pas un droit absolu. Parce qu'ailleurs, on a vu également des secteurs qui sont empêchés d'exercer leur droit de grève. La différence avec nous, avec le Bénin, c'est qu'ils ont mis en place un mécanisme qui permet au travers à qui on a refusé le droit de grève de pouvoir se faire entendre, de pouvoir discuter avec l'employeur et d'espérer être entendu pour, disons, régler leurs problèmes. Ici, on n'a rien mis en place. Et je crois que même la communication triomphaliste qui a accompagné cette loi a fait que finalement les ministres ont pris un autre manteau, les autorités ont pris un autre manteau et ont changé d'attitude vis-à-vis des sollicitations des partenaires sociaux que nous sommes. C'est ça qui est déplorable. Maintenant, même les causés de dialogue social, les instances de dialogue social qu'on a mises en place et qui logiquement devraient fonctionner pour nous permettre au moins d'espérer être entendus, d'espérer une solution à nos problèmes. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas été entendu? Il y a eu que certaines de vos revendications qui dataient de plusieurs années déjà, de plusieurs décennies, ont connu une suite favorable. Monsieur Anselme Moussou, je me pose la même question que Christian, à savoir si justement le pouvoir aujourd'hui n'estime pas en avoir fait suffisamment. Et vous avez posé la question de laquelle, dès 2017, le gouvernement actuel, parce que moi je suis à une position axiale où ça me permet quand même de prendre connaissance de ces détails. Dès 2017, le gouvernement a pris l'engagement qu'il a honoré, vous me direz le contraire tout à l'heure si c'est le cas, sur les primes
les primes du régime précédent qui n'avaient pas tout été payé. Et ensuite, il y a eu le relèvement du SMIC à hauteur de 50%, si je ne m'abuse, et la revalorisation, et puis l'amélioration des pensions des retraités. Ce sont autant de dispositifs. Aujourd'hui, moi, j'ai un parent qui est instituteur et qui se réjouit que de façon substantielle, sa rémunération soit passée de de 88 000 environ auparavant, aujourd'hui à plus de 130 000 francs, qui s'en réjouit. Est-ce que vous n'estimez pas, on ne peut pas considérer que parce que le pouvoir a suffisamment donné et qu'aujourd'hui estime que vous êtes repu, c'est vrai que les revendications syndicales sont permanentes. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas eu comme une crevaison du plateau de verre sur les discussions syndicales et sur les revendications que vous portez? Vous savez, je ne suis pas gêné de reconnaître les efforts d'un gouvernement parce que c'est mon éducation, c'est ma nature de reconnaître les efforts qui sont faits. Et je voudrais même ajouter à la liste que vous avez énumérée tout à l'heure, l'appurement des dettes salariales avec ce gouvernement. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, je le reconnais absolument. Je sais également qu'aucun gouvernement ne règle tous les problèmes des travailleurs, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de relations professionnelles entre syndicats et gouvernements qui sont sans nuage, ça n'existe nulle part. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est juste de pouvoir continuer de discuter et de négocier. Ce n'est pas qu'on règle tous nos problèmes. Mais lorsqu'à un moment donné, vous êtes dans une impasse, même dans la possibilité que vous avez de pouvoir discuter avec celui qui doit régler vos problèmes, c'est que vous avez tout perdu. Vous avez perdu tout espoir. Il y a des choses qui existent, qui peuvent être réglées. Il y en a d'autres sur lesquelles on peut s'entendre et différer. Et il y en a même qu'on peut abandonner, par exemple, en tant que citoyen. Parce que nous sommes tous concernés par la situation de notre pays. Et on sait que les difficultés du Bénin aujourd'hui ne sont pas dues uniquement à l'action gouvernementale. Il y a des éléments extérieurs que nous subissons. Et en tant qu'acteur social, nous le reconnaissons. Et disons, nous devons pouvoir donner, donner les félicitations qu'il faut à un gouvernement qui fait des efforts, même si les efforts ne sont pas toujours payants. Mais quand c'est comme ça, vous avez besoin de maintenir le contact avec les gens. Le sentiment aujourd'hui du citoyen, ce n'est pas tant qu'on ne règle pas ses problèmes, c'est le fait qu'on se fout de lui, en fait. On se fout de ses problèmes. Comment Oui, en fait. On n'en parle pas. Ceux qui sont les représentants des travailleurs, qui peuvent parler au nom des citoyens, ne peuvent pas accéder aux instances de dialogue social et espérer avoir un résultat. Vous avez parlé de l'augmentation du salaire. Vous vous souvenez que nous l'avons obtenu dernièrement et que nous l'avons obtenu non pas dans l'instant du dialogue social de négociation qui existe, qui est réglementaire, présidé par le ministre Abdoulaye Biachare, nous l'avons obtenu au palais de la présidence. Le chef de l'État n'est pas membre de cette commission de négociation. C'est bon pour nous que nous ayons pu obtenir ça. Mais en même temps, c'est le symbole de l'échec de l'instance de dialogue social. Ce qu'on a fait récemment aux AME, ça a été fait où? Ça a été fait au ministère des Finances, qui n'est pas président de la commission de négociation. Pourquoi on a dû déporter les négociateurs vers là-bas pour le faire? C'est encore une fois la preuve que les instances ne fonctionnent pas. Or, ce que nous souhaitons, c'est ça qui permet à tout le monde d'être à l'aise et de pouvoir jouer sa partition. La partition qui est la mienne en tant que syndicaliste, c'est de pouvoir retourner vers mes militants et de leur dire, nous avons discuté sur cette telle revendication, notre État n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui. Vous devez patienter. Sur tel autre, ce n'est même pas possible de le penser. Nous devons pouvoir concéder au gouvernement de ne plus le considérer. Mais ça, je ne peux pas le faire sans avoir discuté avec ceux qui doivent me donner les informations de façon transparente. Et ça, on ne le peut pas. En plus, ce sentiment est accentué par le fait que, regardez les lois qui sont prises, regardez les réformes. Nous sommes dans un mandat de réforme. Dans un mandat de réforme, vous devez avoir une communication vers vos partenaires sociaux. Si vous n'avez pas cette communication-là, ils ont le sentiment que c'est une réforme d'écrasement du citoyen, d'écrasement du travailleur. Et tout cela, donc, ça fait défaut et ça... Au-delà de tout,
vous êtes un gouvernement, vous devez pouvoir respecter la loi. Puisque vous avez pris l'habitude de légiférer de façon opportuniste. Chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous légiférez pour rendre ça légal. Et nous respectons la loi. Mais lorsqu'il s'agit de respecter vos propres lois, vous désirez de ne pas pouvoir le faire. Vous donnez le privilège de respecter la loi quand ça vous arrange et de la violer quand ça ne vous arrange pas. Alors, et ça, nous sommes dans notre rôle quand nous disons qu'on ne peut pas l'accepter. Donc vous voyez, ce que nous avons fait, nous faisons ça derniers temps dans la voie du travail, c'est un appel au dialogue. C'est un appel au secours parce qu'on dit, on veut discuter avec vous. On veut mettre nos préoccupations sur la table pour pouvoir échanger. Et pour cette discussion, donc, vous avez choisi la rue, la cherté de la vie, la question de liberté, la question de liberté. Et le dialogue, et l'appel au dialogue. Et, oui. Et au lendemain de cette manifestation, de cette marche, puisque après coup vous avez fini par marcher, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, en tant que responsable syndical, vous êtes un homme satisfait? Vous êtes satisfait? Vous pensez que vous êtes entendu, ou alors le Bénin va-t-il rentrer dans le cycle infernal des mouvements de grève à n'en plus finir, en dépit de la législation? Vous savez, je dois dire que je suis quand même satisfait. Parce que la mobilisation a obligé le préfet Ouroula, je ne sais pas pourquoi je l'appelle ministre tout le temps, le préfet Ouroula a cédé sur une question de principe, le respect des tests, qui réglemente la manifestation. Et de ce point de vue, c'est une victoire pour nous. Elle peut être une petite victoire, mais c'est quand même une victoire pour les forces sociales. Donc, je suis satisfait. Ensuite, l'un des messages de la marche, c'est que nous voulons un dialogue social plus responsable et qui recherche l'efficacité. Et nous avons un rendez-vous en bonne et due forme pour le 23 mai, où nous allons échanger dans la commission de négociation. C'est quelque chose que nous recherchons depuis des mois et nos différents courriers n'avaient eu aucun écho. Si la marche a produit ce résultat, c'est déjà important pour nous. Nous avons l'occasion de pouvoir discuter. Maintenant, il faut attendre de voir ce que les échanges vont donner et quelle va être l'attitude du gouvernement pour nous montrer s'il a compris notre message et s'il est prêt à faire les choses de façon inclusive désormais, à considérer les autres comme étant capables d'accompagner sa gouvernance et ne pas à rester sur cette posture qui consiste à dire je n'ai besoin de personne, je suis intelligent pour tout le monde et moi tout seul et je peux faire pour vous ce que vous souhaitez sans vous. Si nous sommes dans le changement que nous souhaitons, pourquoi on irait en grève? Pourquoi on entretiendrait la tension? La tension n'est bonne pour personne. Organiser une marche, c'est pas facile non plus. Organiser des manifestations syndicales, c'est pas facile non plus. Qu'est-ce qui n'est pas facile là? Vous devez mobiliser les gens. Vous devez faire en sorte de veiller à tous les détails pour qu'il n'y ait pas de... Justement, quel type de gens mobilisez-vous? Est-ce les travailleurs ou vous ne défendez pas que les travailleurs, juste tous les citoyens? En fait, quand vous dites travailleurs, vous pensez à tous les citoyens. Parce que tout le monde est travailleur. Sauf les mineurs peut-être. Tout le monde est travailleur. Quand nous parlons de travailleurs, ce n'est pas uniquement les agents de l'État, ce ne sont pas les salariés du privé formel, c'est l'informel, c'est la vendeuse de ATA, c'est les immigrants et tout cela. Donc les travailleurs, finalement, ce sont les citoyens. Justement, la mobilisation que vous faites, la marche par exemple, on vous reproche, en vous brandissant l'interdiction, le fait que dans vos rangs, il se trouve peut-être des personnes qui ne sont pas dans ce schéma que vous venez de définir. Non, on n'a reçu aucune correspondance faisant état de ce qu'on craignait que dans nos rangs il n'y ait pas que des travailleurs. On n'a rien reçu de tel. Pour nous, notre liberté de manifester, disons, c'est avec nos travailleurs que nous le faisons, avec nos militants et notamment les citoyens. Parce et ceux qui ont été pris la dernière fois et qui ont subi des tests et qu'on a découvert des substances pas possibles. Vous savez très bien que ça, c'est pas bon pour le gouvernement. La communication du procureur revient, enfin, en ajoute encore un peu plus, disons, à la mauvaise réputation de notre gouvernement. Vous faites les tests, dans quelles conditions vous avez fait les tests?
Est-ce que vous les avez fait en présence de l'avocat ou des avocats des prévenus? Vous ne l'avez pas fait. Et donc du coup, tout ce que vous pouvez faire comme déclaration apparaît comme la manipulation habituelle pour vouloir montrer les travailleurs comme étant des gens qui ne sont pas responsables. Nous sommes responsables. À quel moment on les a arrêtés? Quand est-ce qu'ils ont été interpellés? Ils ont été interpellés dans un bus. Où est-ce qu'ils allaient? Vous ne savez pas. Et donc, il ne faut pas créer l'amalgame. Je pense qu'il ne faut pas qu'on crée l'amalgame. À partir du moment où vous avez commencé à mettre en place des manœuvres pour nous empêcher d'exercer notre liberté, tout ce que vous faites après apparaît comme suspect. Justement, vous tenez vraiment au respect des libertés, mais à côté, il n'y a que l'ordre public doit être aussi respecté. Est-ce que dans ce genre de manifestation, vous tenez compte de cela? Oui, nous devons en tenir compte. Et c'est pour cela que nous prévenons l'autorité de notre intention de marcher. Parce qu'en faisant cela, le préfet, la police républicaine ont l'obligation de construire la sécurité de la marche avec nous. En réalité, nous ne sommes pas les seuls responsables de la sécurisation de notre manifestation. La police doit pouvoir le faire. C'est pour cela que nos correspondants vont en direction de ces gens-là. Et nous allons plus loin. On sollicite les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge. Tout ça, c'est pour montrer que nous sommes responsables et nous savons ce qui se passe. Maintenant, le trouble à l'ordre public peut être le risque de trouble à l'ordre public peut être un motif valable pour l'autorité préfectorale de dire vous ne pouvez pas marcher à la date que vous avez indiquée. Ou bien votre itinéraire ne correspond pas au dispositif de sécurité que nous avons mis en place pour pouvoir le modifier. Mais ça, il faut assumer en nous saisissant officiellement pour dire votre intention de marcher ne peut pas, s'exécuter pour les motifs ci-après. Et nous, en tant qu'organisation sociale responsable, nous prenons acte. Nous pouvons ronchonner, nous pouvons critiquer, nous pouvons ne pas être d'accord, mais c'est la loi. La loi permet au préfet d'interdire une manifestation. Pourquoi s'est-il refusé à assumer pleinement cette responsabilité en disant voilà, je vous saisis pour vous dire telle chose. C'est tout le débat qu'il y a. Donc, si aujourd'hui on nous demande, si demain encore nous voulons marcher, supposons que nous voulons marcher, par exemple, je prends les zones difficiles du Nord aujourd'hui, que nous décidons d'aller faire une manifestation là-bas. Dans les zones enclavées. Les zones où exactement. L'autorité nous indique que nous ne pouvons pas marcher. Vous pensez que nous allons forcer? On ne va jamais forcer. Parce que nous savons que ça implique l'État, ça implique le citoyen. Et nous sommes avant tout des citoyens, avant d'être syndicalistes ou acteurs sociaux. Donc nous en sommes conscients. Nous avons besoin de nous donner la main, nous, acteurs sociaux et autorités administratives à divers niveaux, disons, pour assurer la sécurité d'un certain nombre de choses, mais également pour assurer l'exercice des libertés qui sont consacrées par la République. Il s'agit, il ne revient pas à une autorité administrative ou à une autorité politique, quelle qu'elle soit, de décider tout seul, de dire non, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas exercer un droit, parce que moi je l'ai décidé, sans aucune explication, sans rien du tout. C'est ça que nous refusons en fait, c'est ça que nous avons toujours refusé. La preuve que nous étions dans les dilatoires, c'est que le courrier qui a saisi le préfet pour la marche du 27 avril est le même courrier, avec juste ce changement de date, qu'il a saisi pour la marche du 11 mai. Il avait refusé par un communiqué, disons, un tract la dernière fois. Maintenant, il nous envoie un courrier en bonne et due forme et il autorise la marche. Il ne l'interdit pas. Vous êtes satisfait? Ben oui, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire sur le préfet et sur sa volonté de nous intimider. Parce qu'on ne peut pas l'accepter. Maintenant, notre marche n'est pas pour marcher uniquement. C'est pour obtenir un changement, des inflexions positives dans la gouvernance. Et si nous l'obtenons, tant mieux. Mais on a besoin de nous parler. On a besoin de se parler. On a besoin justement de... C'est votre appel? Oui, c'est un appel. C'est un appel important qu'il faut que le chef de l'État écoute et qu'il entende. D'accord. On va vous faire revisiter l'histoire. Nous dépoussiérons pour nos invités nos archives et nous rembobinons la cassette. Voici pour vous la cassette. Cette année, nous avons droit au premier bilan de santé, mais si vous fouillez les budgets sous-sectoriels,
vous ne trouverez aucune ligne budgétaire disponible pour cette activité. Mais le gouvernement chante déjà que la visite médicale annuelle est effective au Bénin. Vous voyez des gens de notre âge, plus de la cinquantaine, la plupart d'entre nous, cela veut dire que nous sommes préoccupés par l'état de notre nation. Ici, sur la grande place de l'Étoile Rouge, point de départ d'une marche annoncée, une ambiance particulière ce mardi matin. Un peu avant 7 heures, un impressionnant cordon militaire ceinturait les lieux, attendant les centrales syndicales. Au même moment, quelques agents de la compagnie républicaine de sécurité dispersaient de petits regroupements de travailleurs qui se concertaient avant la marche. La situation est suffisamment grave. Elle est même alarmante. Et nous voulons marcher et il interdit les marches. Toute manifestation susceptible de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote, sous peine des sanctions prévues par l'article 126 de la présente loi. On nous interdit de parler. Les travailleurs béninois, en particulier ceux organisés au sein de la CSTB, CSA, CGTB et COSI, exigent l'arrêt des violations des libertés démocratiques, notamment syndicales. Le mardi, nous allons déclencher un mouvement de grève de 48 heures. Et le jeudi qui suivra, nous allons reprendre notre marche. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, nous voulons un pouvoir des travailleurs et des peuples. Ça vous manque tout ça? Moi personnellement non, ça ne me manque pas parce que je considère que les relations professionnelles aujourd'hui ont tellement évolué que ce qu'il faut souhaiter c'est l'écoute réciproque, le respect mutuel pour ne pas revivre celle-là parce qu'en réalité ça n'apporte rien fondamentalement au dialogue social, ça n'apporte fondamentalement rien au pays. Nous sommes tous partisans de ce pays, nous sommes tous patriotes et je pense que plutôt que de rechercher, disons, ce genre de manifestations qui s'imposent assez souvent aux travailleurs, il faut travailler à ce que le dialogue social permette d'anticiper et de régler les crises sans aller à ces extrémités. Alors, êtes-vous avec le nouveau board de revendications que vous avez mises en place, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes un pouvoir de travailleurs et des peuples qui réussira à obtenir du pouvoir sans passer par les marches et autres satisfactions? Oui, on a déjà obtenu des choses. Comme on le disait à l'entame, on a obtenu des choses. C'était pas en période de grève, mais on a besoin de faire un peu plus d'efforts parce que le dialogue social c'est une quête permanente quand on veut qu'il soit efficace. Et lorsque vous êtes deux à rechercher le dialogue social efficace, vous réussissez. C'est quand on est tout seul comme un mendiant, la main tendue et qu'en face vous n'avez pas de réponse, que c'est complètement difficile. Et en fin de compte, c'est que vous convainquez vos militants qu'il faut changer d'approche, changer de paradigme, et vous ne produisez pas de résultats. Donc en fin de compte, on vous replonge dans les travers que vous voulez éviter. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un gouvernement, c'est pas bon pour une gouvernance. Vous savez, manifester par exemple, c'est bon pour un État, c'est bon pour un gouvernant, parce que c'est un baromètre pour vous. Alors que le silence peut être mortel pour une gouvernance. Quand tout le monde se tait pour dire, on te regarde pour faire, c'est mortel pour ta gouvernance. Et donc nous rendons service à l'État lorsque nous protestons, lorsque nous interpellons, lorsque nous demandons à rencontrer. Et donc il faut pouvoir faire ce minimum-là et ne pas considérer que le syndicalisme c'est un mal dont on n'a pas besoin et qu'on peut avancer, dérouler, rouler. Non, il n'y a pas d'homme, un gouvernant plus intelligent que tout le monde et qui peut trouver les meilleures solutions. La preuve, on est dans plusieurs impasses aujourd'hui dans le pays sur plusieurs dossiers importants de la nation. Et sur ce coup-là, je pense que ça devrait être une bonne leçon pour les gouvernants de maintenant et ceux à venir pour comprendre qu'on a besoin des autres
pour être le meilleur. On peut être bon tout seul, mais pour être le meilleur, on a besoin des autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Anselme Amoussou, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous êtes secrétaire général de la CSA Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Paul Amoussou, merci beaucoup. Merci, chroniqueur, directeur de publication du quotidien La Nation et sur le grand rendez-vous, vous êtes ici notre analyste. Merci à chacun, merci à tous. C'était le grand rendez-vous chez vous. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, faites-nous savoir. Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.